Et donc Clarisse Bérébi est avec nous. Bonjour Clarisse. Bonjour Stéphane. Cofondatrice donc d'Ether. C'est ça. Alors on va parler. Ouais, bah, oh magnifique le magazine. Alors j'ai mis moi le levier fiscal autour de la recherche. C'est ça. Mais donc on va parler de tout ça, ce sujet qui m'intéresse énormément. Le business de la complexité. Bienvenue en France. Mais et pourquoi Ether? C'est quoi le... Il y a plusieurs origines au niveau du nom, mais je dirais que mais voilà, il y avait une dimension, c'est un peu le cinquième élément, c'est un peu ce qui transcende un petit peu tout le reste. D'accord. L'idée d'aller dans la recherche, justement, et peut-être dans la recherche fondamentale, alors. Exactement. Donc, cabinet dédié aux enjeux fiscaux innovants des entreprises. C'est ça. Est-ce que je peux commencer comme ça, Clarisse? C'est pas normal qu'un business comme le tien existe. Je comprends la réaction. Nous, on est avocats fiscalistes, déjà. Hein. On est un cabinet d'avocats et notre métier, c'est la sécurité et la conformité fiscale. Donc, notre métier, c'est d'aider les clients à faire des dossiers qui soient corrects et à demander des ressources fiscales quand c'est cohérent et justifié, tant en termes d'éligibilité qu'en termes d'assiette. Ouais. Oui, mais c'est pas un reproche évidemment que je te fais, c'est un reproche que je fais à, enfin même pas à l'administration fiscale d'ailleurs, au paquet de lois qui se sont empilées les unes sur les autres, accumulées effectivement, qui font qu'on est quand même obligé de créer ce truc qui s'appelle le droit à l'erreur. C'est complètement fou. J'ai reçu un petit courrier de l'URSSAF, moi, il y a quelques jours. On me dit de cocher la case si ta réponse n'appartient pas à la catégorie droit à l'erreur. Oui, c'est complètement dingue. Et donc, enfin, c'est là où il y a un sujet. Et c'est ça qui te rend indispensable, j'imagine. C'est-à-dire que de toute façon, aujourd'hui, on est dans un environnement de plus en plus juridique, de plus en plus complexe sur tous les types de lois. Ce n'est pas lié exclusivement à la fiscalité. Ouais. Tous les domaines du droit se complexifient. On vit dans un monde de droit. Tout est échange juridique. Et de toute façon, les avocats, par nature, ont toujours une place, je dirais, importante dans le paysage économique. Alors, je dirais que sur les leviers fiscaux, notre rôle à nous, ça va plutôt, en tout cas, c'est comme ça que moi, je le vis avec Ether, ça va plutôt d'inciter les entreprises qui ne savent pas avoir droit à ces ressources qui sont très importantes, surtout dans l'environnement actuel où on ne va pas se mentir, il y a de moins en moins de crédits, les levées de fonds sont devenues compliquées, donc avoir accès à des ressources extérieures qui en plus ne sont pas dilutives pour l'entreprise, c'est important. Ouais. Et donc notre rôle à nous, c'est de les aider à comprendre le système et à les accompagner tout au long du chemin. C'est pas en soi si compliqué la fiscalité. La seule chose, c'est que... Si, Clarisse, vas-y, pardon, continue. Mais si, c'est affreusement compliqué. Tu ne comprends pas les mots qu'ils emploient. C'est aussi simple que ça, si tu veux. Des fois, tu lis des trucs, tu dis, on ne parle pas la même langue. Je comprends le... Non, c'est sûr. Si on peut comparer à d'autres États où, effectivement, sur le plan administratif, il y a beaucoup plus de simplicité et de facilité, je l'entends. Après, je dirais que on est quand même, au niveau entrepreneurial, dans un pays qui est un paradis fiscal. On ne le réalise pas. Tiens, Xavier Niel a beaucoup dit ça. Ouais, absolument. Je suis ravie de pouvoir... nous sommes un paradis fiscal pour l'entrepreneuriat. Bien sûr, on est un paradis fiscal. On est peut-être un cauchemar sur le plan des cotisations sociales, mais sur le plan fiscal, on est un paradis fiscal pour les entreprises. Et donc, maîtriser ces dispositifs, ça fait un petit peu partie du rôle de l'entrepreneur. Mais paradis fiscal pour les jeunes entreprises, quand tu dis entrepreneuriat, non ? Non, pour toutes les entreprises, et en particulier sur ces leviers fiscaux et la recherche et l'innovation. C'est le sujet, c'est précisément le sujet. L'Ether s'est positionné sur l'innovation sociale. On va y aller, mais attends, d'abord, c'est le terme paradis fiscal pour toutes les entreprises. Voilà, on n'est pas, on fait pas l'audience de TF1, mais enfin, un certain nombre de chefs d'entreprise qui viennent là de un peu bondir sur leur chaise, leur fauteuil ou leur voiture. À chaque fois que je le dis, les gens bondissent, mais c'est la réalité. D'abord, l'IS n'est pas très élevé. Si on va dans d'autres pays, on voit que c'est beaucoup plus important. Ensuite, il y a beaucoup... On est à la moyenne, on est à 25. Enfin, il y a une petite partie à 15 et une grosse partie à 25. 25, c'est bas par rapport à ce que ça a pu être aussi dans le passé. C'est bas par rapport à ce que ça a pu être chez nous, mais on est dans la moyenne. Et par rapport à l'extérieur, même au niveau de l'impôt sur le revenu, ça reste encore totalement accessible. Et... ensuite, il y a des dispositifs, c'est-à-dire que l'État choisit de réinjecter dans l'économie un certain nombre de ressources publiques qui sont importantes. On est aujourd'hui à 7 milliards. On sait qu'on a pris un engagement vis-à-vis de l'Europe de porter ces dépenses. 7 milliards, qu'est-ce que tu dis? 7 milliards, c'est juste le crédit d'impôt recherche. C'est l'ensemble des dispositifs. Oui, c'est juste... Parce que l'ensemble des dispositifs... liés à la recherche et l'innovation. Liés à la recherche et l'innovation, parce que sinon, l'ensemble des dispositifs, c'est 140 milliards. Donc, voilà. Oui, mais c'est important. Donc, aujourd'hui, c'est 2,2% du PIB. On a un engagement de les porter à 3% du PIB, donc de pousser encore
ces recettes publiques réinjectées dans l'économie. Et ça, c'est quand même substantiel. C'est beaucoup, beaucoup d'argent pour les entreprises. Alors, allons-y sur les dispositifs de recherche. J'avais lu un point de vue qui m'avait beaucoup inspiré récemment. Donc, si on parle du crédit d'impôt recherche, je dois avouer que j'ai fait partie de l'ensemble de ceux qui ont, d'une certaine manière, sanctuarisé ce dispositif. Tous les ans, on arrivait, tu avais toujours le député qui voulait remettre en cause le truc, et on disait, est-ce que tu es d'accord avec ça, la stabilité est indispensable à ce dispositif. Exactement. Alors non seulement c'est un dispositif fondamental, mais je dirais même vital pour les entreprises aujourd'hui en France. Alors ça existe depuis 1983, donc effectivement ça commence à avoir une certaine stabilité. Le problème c'est que c'est utilisé effectivement à 80% par les grands groupes. Voilà. Et c'est ce qui pose problème en réalité. Bon, ça assure aussi d'une certaine façon la pérennité du système, mais il est important de comprendre que pour les petites et moyennes entreprises, c'est vital aujourd'hui. Donc, il est évident que ce dispositif ne doit pas disparaître. Au contraire, on doit même le pousser davantage. Et c'est le rôle d'Ether qui, précisément, s'est positionné sur l'innovation, mais pas uniquement dans les sciences dures. Et donc, notamment, tout ce qui est tech, tout ce qui est labo, tout ce qui est métallurgie, etc., etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des innovations sociales, en sciences humaines et sociales, qui vont permettre aux entreprises de gagner en compétitivité, mais surtout, et c'est très important dans le dispositif, de maintenir les talents sur le territoire français. Est-ce qu'elles sont reconnues par ceux qui... Parce que moi, j'ai vécu ça avec quelques entrepreneurs. Tiens, notamment, je me souviens du patron de Gravotech, en larmes. Parce qu'à un moment, il y a un contrôleur qui vient lui dire « Monsieur, ce que vous faites, ce n'est pas de la recherche, vous devez nous rembourser le crédit d'impôt recherche quand vous a versé. » Tout à fait. C'est le vrai sujet du crédit d'impôt recherche et c'est pour ça que nous, on fait de la sécurité, de la conformité. C'est pour ça que nous, en tant qu'avocats, on a un positionnement très spécifique. La problématique, c'est que c'est une question de méthode. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de complexité fiscale. En réalité, comme tout dispositif, il y a une méthodologie à appliquer qui est extrêmement stricte. Oui, il peut y avoir des contrôles de l'administration, mais il faut raisonner avec l'administration fiscale comme si vous discutiez avec un fonds d'investissement. Quand un entrepreneur va avoir un fonds d'investissement pour lui demander de l'argent, il défend son projet, bec et ongles pour obtenir les deniers. Évidemment, la différence, c'est que s'il n'est pas convaincant, il n'obtiendra pas les deniers. Avec l'administration fiscale, c'est différent. Vous pouvez les demander. Et si, quand on vient vous demander des explications, vous n'êtes pas convaincant, on vient vous les reprendre. Et la problématique de ce dispositif, c'est qu'il est parfois utilisé de façon un peu légère, non pas sur le fond, mais parfois sur la forme. Ce qui fait qu'il y a des demandes d'explications qui sont données. Moi, ce qu'on m'expliquait, les fonds d'investissement qui, d'abord parce que c'est leur pognon, s'ils n'ont pas la compétence, ils vont chercher la compétence pour discuter avec l'entreprise qui fait la recherche sur des domaines, par définition, puisque c'est de la recherche complexe. L'administration fiscale, pas du tout. Si, quand même, on a des audits, on a des experts du ministère de la Recherche qui sont souvent appelés dans les dossiers. Et sur ce que... Parce que c'est quand tu parlais de dispositifs de sciences humaines, de choses comme ça, justement, qui sont en dehors des sciences dures, est-ce qu'on ne se retrouve pas quand même face à une forme d'arbitraire ? Alors, pas du tout. Au contraire, ce que je vois aujourd'hui, c'est que ça s'est véritablement ouvert, et ça s'est ouvert aussi dans les manuels qui sont la base du crédit d'impôt recherche. Dans le manuel de Frascati, le terme sciences humaines et sociales existe depuis 2015, donc c'est quand même assez récent. Dans le bulletin officiel des impôts, depuis 2021, donc encore plus récent. Mais ça y est, il y a un basculement qui est en train de se faire. Aujourd'hui, on a des dossiers, nous on fait des rescrits, notamment pour le JEI. On n'en fait pas sur le CIR, enfin rarement, ou pour des raisons spécifiques, mais sur le statut jeune entreprise innovante, on fait des rescrits et on obtient... Alors, le rescrit, c'est une garantie de l'administration des impôts qu'on ne touchera à rien, hein, c'est ça le... Oui et non, c'est toujours pareil. Le rescrit, il est valable l'année où on le fait. Oui. Il ne faut pas oublier que chaque année, il faut vérifier qu'on est toujours dans les conditions. T'as raison, Donc, t'as raison. sur le principe, oui, ça garantit, disons, sur l'éligibilité du projet au niveau scientifique. Mais chaque année, il faut vérifier qu'on est bien toujours sur ces opérations de recherche. N'oublions pas qu'en matière de crédit d'impôt, c'est opération par opération que l'on raisonne. Revenons sur le crédit d'impôt recherche. Donc, tu le disais, les grands groupes, en fait, le chiffre, c'est... donc, sur ces 7 milliards, tu as une vingtaine de grands groupes qui captent un peu plus de 2 milliards à eux tout seuls. Quand on sait que ce n'est pas dans les grands groupes que la recherche est la plus efficace, tu te dis que ce n'est pas une utilisation optimale de la dépense publique. Est-ce qu'il ne faudrait pas, et c'était le point de vue que je reprenais moi, tout simplement le plafonner? Parce qu'il n'est pas plafonné, en fait, notre crédit d'impôt recherche. Je crois qu'il est plafonné à 4 millions d'euros en Allemagne. Un plafonnement, par exemple, à 20 millions, exclurait aucune des jeunes entreprises que tu accompagnes, mais éviterait d'arroser le sable des grandes entreprises.
Pourquoi pas? J'ai pas d'avis précis là-dessus. T'as pas d'avis non, précis j'ai pas là-dessus d'avis précis sur la question. Pourquoi pas? En tant que citoyenne qui paye des impôts, tu devrais avoir un avis, Clarisse. Moi, ça m'aiderait que tu aies un avis. Il est évident que mon rôle à moi, c'est de faire en sorte que toutes les petites entreprises y aient accès de façon massive. Voilà, c'est ça notre objectif. Après, pour autant, est-ce que je dois dire que les grands groupes doivent bénéficier moins? J'ai pas d'avis spécifique. Il y a quand même de l'embauche forte qui est permise grâce à ce crédit d'impôt recherche. Voilà, je veux pas être excluante dans mon discours par rapport aux grands groupes. C'est pas mes clients. C'est ce que j'allais dire. Ou tu veux pas perdre des clients. Non, du tout. C'est pas mes clients. De toute façon, c'est pas nominatif. Non, sait pas les casser. Moi, je ne suis pas du tout positionnée sur ce type de clientèle-là. Au contraire, moi, c'est vraiment, ça va être les entreprises beaucoup plus petites. Donc, effectivement, pour qui le plafonnement, ça a été le cas sur le C2I. Il a été plafonné. Mais enfin, le C2I, aujourd'hui, on sait que ça fonctionne beaucoup moins. Mais la réalité, c'est que pourquoi pas le plafonner, ça n'empêcherait rien. Mais le dispositif en lui-même a quand même un avantage. Déjà, il faut savoir que sur l'embauche des jeunes docteurs, c'est quand même extrêmement favorable. C'est le rémunération. Et c'est un sujet très important. C'est un sujet fondamental. Et en sciences humaines et sociales... Que les docteurs aillent en entreprise, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, il n'y a pas de débouché pour les docteurs en sciences humaines et sociales en entreprise. Ces 2 années de leur rémunération, ça permet quand même de structurer et d'amener un niveau, je dirais, intellectuel et efficient dans l'entreprise qui est incroyable. Donc, voilà. Je ne veux pas dire qu'il faut que ce soit plafonné. Sachant que, et ce sera la conclusion, non, parce que les chefs d'entreprise qui pourraient penser, oui, mais bon, subventionner les recherches en sciences sociales et tout. Mesdames, messieurs, c'est le capital humain, votre sujet aujourd'hui. C'est le capital humain, le sujet, absolument. Et enfin, ils le savent parfaitement. L'innovation... C'est le capital humain, leur sujet aujourd'hui. Et l'innovation managériale en sciences sociales va être fondamentale. Merci, Clarisse, pour tout ça. Donc, cofondatrice d'Ether, qui était avec nous sur Bismart.